au Centre de documentation sur les métiers du livre de la Bibliothèque Buffon pour cette nouvelle rencontre avec les presses de l'ENSIB. Une fois encore, et grâce à Catherine Jackson qui œuvre depuis longtemps pour que ces rencontres existent, nous sommes heureux de les accueillir, tant les sujets qu'elles abordent nous touchent, nous interpellent et nous permettent d'avoir un avis un peu plus éclairé. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Amar, qui est maîtresse de conférences au pôle métier du livre de l'Université Paris-Nanterre, mais également responsable de la collection La Numérique. En mai dernier, nous avons enregistré notre première rencontre au sujet des bibliothèques britanniques, dans des conditions un peu particulières et un petit peu nouvelles pour moi, en tous les cas. Merci Muriel de nous avoir concocté ce programme du jour, autour du titre « Apparaître en février 2022 », qui s'intitule « À l'ombre des bibliothèques », une enquête sur les formes d'existence de bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Pour l'aborder, vous avez réuni Sylvie Fayet, directrice de la Bibliothèque universitaire de La Rochelle, Clément Berherbou, professeur de communication, chaire de communication numérique à l'Université libre de Bruxelles, Louis Viard, professeur de communication à l'Université libre de Bruxelles, Grégoire Clémensin, consultant en application de recherche d'information Autonoia, et Julien Hage, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et maintenant, je vous laisse la parole, Muriel Amar, c'est à vous. Merci beaucoup Marie-Caroline, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement heureux de ces rendez-vous de présentation de nos ouvrages. Pour celui qui va paraître aujourd'hui, vous allez voir que ça a été quand même toute une aventure, puisque l'ouvrage porte sur les conditions de confinement, de situation de fermeture sanitaire que les bibliothèques et les usagers ont connues. Et nous avons nous-mêmes travaillé en situation de confinement et de travail à distance. Et pour tout vous dire, nous nous sommes rencontrés tous hier soir, après un an de travail à distance, toutes les semaines, grâce à l'accompagnement éditorial de Catherine Jackson, qui est mon binôme auprès de l'ENSIB, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais ce livre lui doit beaucoup. La collection de la numérique, je vais rapidement en parler. Donc, je travaille avec Catherine Jackson sur cette collection, qui est la plus récente des presses de l'ENSIB. Elle est née d'une volonté de l'ENSIB de proposer des livres gratuits, entièrement numériques, avec un accompagnement éditorial de qualité. Donc, il y a une posture très volontariste de la part de l'ENSIB pour proposer ce type d'ouvrage. Les ouvrages de cette collection s'inscrivent déjà dans un catalogue que vous connaissez, j'imagine bien, qui est structuré autour de deux collections professionnelles. La première, c'est la collection boîte à outils, qui propose des outils de travail pour les bibliothécaires. Et l'autre collection, c'est la collection papier, qui donne plutôt la parole à des chercheurs sur des sujets qui intéressent les bibliothèques. Avec la collection La Numérique, on rebat un petit peu les cartes de ce point de vue-là, puisqu'on fait dialoguer chercheurs et professionnels des bibliothèques, comme peut-être vous avez pu vous en rendre compte dans la présentation du plateau qu'a fait Marie-Caroline. Donc on fait dialoguer chercheurs et professionnels des bibliothèques autour d'objets numériques. Alors, là, il y a un petit visuel, si on pouvait juste un tout petit peu remonter, vous verrez les types d'objets numériques sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent dans la collection. Donc il y a eu des blogs de professionnels, Lionel Morel, Bertrand Galange par exemple. Et aujourd'hui, on va vous présenter deux types d'objets numériques. Un groupe Facebook d'usagers de bibliothèques sans bibliothèque et un groupe d'espaces de travail silencieux, avec toujours cette idée de faire dialoguer chercheurs et professionnels des bibliothèques. Donc la matinée va s'organiser en 6 séquences assez brèves, entre lesquelles vous pourrez tout à fait intervenir. On est entre nous, il n'y a pas de problème. Donc après une
une présentation par deux des trois coordinateurs d'ouvrage. Il y aura un premier focus sur la vie des communautés numériques que présentera Julien H, qui s'excuse d'avance de devoir nous quitter pour prendre un train rapidement et se rendre à Lyon. Ensuite, on reviendra sur un aspect qui n'est pas directement visible dans le livre à paraître et qui rend compte des données qui ont été à la fois récoltées et analysées, à partir desquelles nous, on vous propose des cheminements, des interprétations, des propositions d'analyse. Et ce sera à nouveau un binôme entre Grégoire Clémensin et Clément Berther-Boule qui vous présenteront ce focus sur les données. Ensuite, on vous présentera une autre plateforme qui est celle des espaces de travail silencieux, troisième temps de cette séquence. Ensuite, nous reviendrons avec Louis Viard sur la vie des communautés numériques et Sylvie Fayet proposera en conclusion un certain nombre de peut-être types de lectures que l'on peut faire à partir de ces deux objets-là numériques sur lesquels nous avons collectivement travaillé. Merci à vous de votre présence. Oui, ça marche. Alors, je veux bien qu'on commence l'introduction. C'est un petit effet visuel très sexy. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, avec Clément, on va ici donner quelques pistes, quelques repères pour cadrer, quelques éléments pour cadrer l'étude. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, le point de départ, finalement, c'est le contexte, le contexte dans lequel s'inscrit cette enquête, cet ouvrage. Les bibliothèques, vous le savez, ont été fermées suite à l'épidémie de Covid-19 qui a abouti donc à un certain nombre de mesures et de décisions politiques conduisant au confinement de la population, à la fermeture des lieux publics, dont les bibliothèques. Des bibliothèques qui ferment pour la première fois depuis 1940. Donc au-delà des difficultés évidemment que ça pose aux usagers en termes d'accès à l'information, à la documentation, c'est aussi une fermeture qui est hautement symbolique, comme vous le savez. Pour passer à la slide suivante, notre projet éditorial, c'est celui-ci, pour étudier et mieux comprendre ce qui s'est passé à cette occasion. Eh bien, un projet éditorial a été monté au sein de l'ENSIB, et donc un livre qui s'inscrit, comme Muriel l'a dit juste avant, dans le cadre de la collection numérique qu'elle dirige. Et donc Muriel nous a accompagnés avec Catherine Jackson dans le processus finalement éditorial de réalisation de cette enquête. Enquête avec 3 directeurs et directrices d'ouvrage, donc Clément Berther-Boule, Sylvie Fayet et moi-même, et puis une équipe de contributeurs qui va être constituée ici aussi bien d'académiques, de chercheurs, que de professionnels du secteur, de professionnels de la documentation. Donc vous avez la liste ici de l'ensemble des contributeurs, avec, vous voyez ici, des collègues qui viennent, qui sont bibliothécaires comme Marilyn Valère ou Geneviève de Montpellier, encore Cécile Twitou de Sciences Po Paris. Nous avons également Romane Contenson du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, qui n'a pas encore été cité. Non, on a cité tout le monde, vu que les autres ont été cités dans le cadre de l'introduction. Donc une équipe ici pluridisciplinaire de contributeurs
avec un livre ici qui a une vocation à la fois de recherche, de documentation scientifique, de démarche scientifique, de récolte de données, d'analyse, etc. Mais aussi qui a vocation à proposer des regards professionnels sur ce phénomène du confinement et des alternatives aux bibliothèques qui sont nées suite au confinement. En termes de calendrier, c'est une étude qui a démarré en janvier 2021. On a réalisé tout au long de l'année. On a clôturé finalement l'étude, le livre, à la fin de l'été, en août 2021. Et donc le livre paraît en février 2022. Donc on est ici sur des délais assez brefs, assez rapides. Il a fallu se mobiliser, s'activer rapidement. Ça a été aussi là un défi important. Alors, on peut rentrer dans la slide suivante sur le questionnement qui est au cœur de cet ouvrage, qui est résumé à travers ces quelques questions. Qu'ont fait les usagers des bibliothèques quand celles-ci ont fermé leurs portes? Comment ceux-ci se sont-ils organisés? Quelles initiatives ont-ils finalement engagées? Et puis, comment ont retenu les bibliothèques? Autre question aussi très importante. C'est-à-dire que le projet d'enquête et le livre que nous avons conçu ensemble, collectivement, c'est un livre qui est aussi attentif aux éléments de réponse que peuvent apporter les bibliothèques, aux éléments d'analyse que peuvent apporter les bibliothèques, les bibliothécaires sur ce phénomène, sur deux objets d'étude en particulier. Je vais laisser ici ensuite la parole à Clément Berthelboul. Deux objets d'étude qui a retenu notre attention en particulier: la bibliothèque solidaire du confinement et donc les espaces de travail silencieux en ligne. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus ce samedi matin pour nous écouter et venir découvrir un petit peu ce livre qui va sortir au mois de février. Donc, dans le prolongement des questions que vient de lister Louis, je pense que sur la slide suivante, on peut découvrir, alors peut-être que parmi vous, certains font partie ou ont utilisé ce groupe Bibliothèque solidaire du confinement, qui était un groupe Facebook. Au moment du début de ce projet éditorial lancé par l'ENSIB, par Muriel et par Catherine, eh bien, il y avait l'identification de ce groupe qui a interpellé les professionnels des bibliothèques au tout début du confinement, au moment où les bibliothèques ferment. Ce groupe prend une ampleur tout à fait importante très rapidement, avec 40 000, 50 000, 60 000, presque 70 000 inscrits. Donc cet engouement pour un groupe Facebook dédié à la recherche bibliographique, à l'accès à des documents numériques qui habituellement sont recherchés dans les bibliothèques, eh bien, interpelle les pratiques professionnelles des bibliothécaires, interpelle un petit peu ce qui va advenir au moment de la réouverture des bibliothèques. Est-ce que ce groupe va changer les choses? Est-ce que les pratiques qui sont issues de ce confinement, de cette absence, de cette expérience un peu étrange d'impossibilité d'accéder aux bibliothèques, est-ce que ça va changer quelque chose dans la pratique des professionnels des bibliothèques? Donc ce terrain numérique, on l'a dit tout à l'heure, on était vraiment 100% en distanciel, 100% en numérique pour ce travail, et donc on a fait ce qu'on peut appeler une ethnographie en ligne, c'est-à-dire qu'on a étudié un terrain numérique. Alors ça comprend bien l'observation de ce qui se passe à l'écran, et ce qui se passe à l'écran sur un groupe Facebook, c'est un peu étrange, parce qu'en fait, il y a chaque fois qu'on affiche la page Facebook, eh bien, elle est un peu créée pour l'utilisateur, pour la personne qui a le profil, et donc c'est difficile de se projeter sur comment l'ensemble des utilisateurs de ce groupe fonctionne. C'est une plateforme, Facebook, c'est une plateforme multimédia, donc il y a des usages sur les téléphones mobiles, il y a des usages sur les ordinateurs. C'est assez difficile de se rendre compte de comment est utilisé ce groupe, cet outil, pour rechercher des livres, rechercher de la documentation,
Et les utilisateurs, eh bien, ils sont assez variés. Ce sont des étudiants, des professeurs d'université, des professeurs du secondaire, des journalistes, des citoyens qui cherchent des informations, de la lecture sur des sujets spécifiques, mais en tout cas, ce groupe bibliothécaire solidaire du confinement, eh bien, il a une caractéristique, c'est qu'il est dédié à la littérature académique. Et donc, c'est aussi, on a un peu une restriction dans le champ de la recherche bibliothéque de documentation, c'est que c'est une documentation, on va dire, savante, qui est recherchée sur ce groupe. Que dire d'autre sur ce groupe? Il apparaît très rapidement après le confinement, et c'est une initiative qui est, on le verra peut-être plus tard dans les présentations, c'est une initiative relativement décentralisée, c'est un petit groupe d'initiateurs qui lance via une annonce Twitter, puis un post Facebook, cette initiative. Je pense qu'on peut faire les slides suivants. Donc, ce qui nous a intéressé dans ce groupe, c'est évidemment l'observation de ce qui se passe, comment on fait une demande de documentation en ligne auprès d'une communauté. Et Facebook a contraint en quelque sorte ce fonctionnement. C'est pas exactement comme quand un utilisateur de bibliothèque va voir un bibliothécaire et lui pose une question. On est dans un autre type d'échange où il y a donc un post initial, où ça va être une demande, voilà, est-ce que vous avez tel livre? Et puis ensuite, ce qui nous intéressait aussi de voir, c'était bien les réactions des utilisateurs, donc les personnes qui vont faire des commentaires et qui vont dire oui, effectivement, j'ai ce livre-là, ou ah non, j'ai pas forcément ce livre, mais j'en ai un qui ressemble beaucoup à ce que tu cherches, si tu veux, je peux partager l'information avec toi. Et puis un troisième niveau de réaction qu'on va appeler la réponse, qui est un petit peu le dialogue en fait qui va commencer à se créer et qui est très différent de la relation entre un utilisateur de bibliothèque et un bibliothécaire. Donc on a comme ça déjà une situation qui change par rapport à la recherche habituelle d'ouvrages dans une bibliothèque. Et c'est ça qu'on va en partie étudier, c'est la manière dont on pose les questions pour obtenir une réponse, et obtenir une réponse qui aboutit ou quelquefois qui n'aboutit pas aussi. Il y a une partie de l'ouvrage qui est dédiée aux postes, ce qu'on appelle les postes orphelins, c'est-à-dire toutes ces demandes qui sont demandées. C'est juste pour préciser une toute petite chose, parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas dit de manière ouverte et claire dès le départ pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce groupe. C'est un groupe, les bibliothèques sont fermées, c'est un groupe qui comporte 70 000 membres aujourd'hui, et donc je me permets de préciser voilà comment ça marche. Les bibliothèques sont fermées, vous n'avez pas accès aux documents, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le groupe et qui demandent j'ai besoin de la distinction de Pierre Bourdieu, est-ce que quelqu'un l'a et donc il formule cette demande au sein du groupe, et d'autres membres du groupe lui répondent je l'ai pas, je peux te l'envoyer en version numérique, etc. Je vais juste préciser, parce qu'on est très vite rentré dans la présentation. Et en fait, si on n'a jamais mis les pieds dans ce groupe, voilà, ça peut paraître un petit peu abstrait. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas expérimenté directement ici. Et avec la spécificité que les échanges de documents ne se font pas via Facebook, ils se font en relation privée en dehors de la plateforme. Facebook apparaît un petit peu comme une plateforme où l'offre et la demande se rencontrent, mais les transactions ne se font pas. Ensuite, la démarche. Donc une démarche avec deux approches méthodologiques, une approche qualitative où on a réalisé des entretiens avec les utilisateurs de ce groupe Facebook pour avoir un peu leur vision des choses, les motivations qui les poussent à la fois à rechercher des documents et aussi à partager des documents. C'était tout à fait important d'avoir cette représentation des choses. Et puis une approche quantitative qui revient à essayer de comprendre l'intensité d'utilisation de cette plateforme, à quel rythme sont faites les demandes, est-ce qu'il y a des utilisateurs particulièrement assidus, ou est-ce que finalement il existe un gros turnover, c'est-à-dire les utilisateurs vont et ne reviennent pas toujours.
Donc voilà, et aussi une possibilité d'analyser les textes, la manière dont sont formulées les questions de manière assez massive. Bon, voilà. Là, c'est les détails de la démarche. Donc, 11 entretiens individuels, plus un entretien collectif avec une partie des gestionnaires du groupe. Et puis, tous ces entretiens ont été retranscrits et analysés. Donc, ils permettent d'archiver, de documenter cet événement un peu insolite de la création d'un groupe en période de confinement. Et les matériaux quantitatifs, on reviendra sur cette partie au moment de l'intervention de Grégoire. Pareil. Et on arrive à la deuxième enquête qui est contenue dans ce livre, qui concerne les espaces silencieux de travail numérique. C'est-à-dire que les bibliothèques, ce n'est pas uniquement un lieu de recherche de documentation, c'est aussi des espaces de travail. Il y a toute une littérature qui parle de la recherche de lieux aménagés pour le travail intellectuel, avec le silence, une ambiance particulière, l'effet un peu de cohésif, d'entraînement, le fait de voir d'autres personnes qui travaillent autour de soi, ça amène à être un peu plus intensif dans le travail intellectuel. Eh bien, avec Cécile Touitou, on s'est rendu compte que ce besoin d'entraînement de travail intellectuel a été fortement demandé, fortement recherché pendant la période de confinement et la fermeture des bibliothèques. Et donc on a fait une petite étude exploratoire pour découvrir un peu les expérimentations, les plateformes qui ont permis de recréer un environnement de travail silencieux via des webcams. Et donc les gens, chez eux, allument leur webcam et se retrouvent collectivement à travailler silencieusement devant leur ordinateur. Et ensuite, on a donc l'ensemble des parcours, c'est comme ça qu'on appelle les différents chapitres de l'ouvrage, c'est-à-dire c'est comment des expériences personnelles permettent de, une fois assemblées, donner un paysage de ce qui s'est passé pendant le confinement et les différentes expériences qui ont pu être documentées par cette enquête qui a été, encore une fois, assez rapide pendant l'année 2021. Julien, je te laisse la parole. Donc, moi j'ai travaillé à la fois sur les circulations, ce que j'ai appelé les circulations ordinaires, les ordres disciplinaires, et puis le collectionnisme savant de cette bibliothèque, et puis aussi sur tous les registres de politisation qu'elle pouvait supposer. Je voudrais d'abord remercier Marie Lamarre qui nous a réunis dans cet art de faire particulier, travail. Quelque part, on a un peu mis en abîme notre sujet avec les pratiques de nos observés en tant qu'observants, avec un an de retard, hein, c'est un peu ça. Mars 2021, mars 2020, février-mars 2020, le confinement, et ensuite, un an après, nous y étions. Un art de faire du travail à distance, des ressources numériques, des choses comme ça, qui étaient aussi ceux de la bibliothèque solidaire du confinement. La bibliothèque solidaire du confinement, pour ce qui concerne les arts de faire, c'est la recherche empêchée, c'est le travail collectif ou même le travail dans un contexte d'isolement, dans un contexte qui était renvoyé à un cadre domestique. Et donc de ce point de vue-là, l'accès au savoir, il a été empêché, il a été difficile, malgré toutes les initiatives de mise en ligne qui ont pu être opérées à ce moment-là. Et donc il y a eu un blocage des accès, il y a eu des circulations d'un savoir savant qui ont été difficiles, empêchées ou
en tout cas à renouveler dans leur modalité. Et ces circulations-là, elles ont basculé vers ce que j'ai appelé les circulations ordinaires, vers un outil de la rusticité de Facebook que les concepteurs de la bibliothèque solidaire du confinement ont employé. Et de ce point de vue-là, c'est venu court-circuiter tout un ordre, un dispositif savant, institutionnel, public, pour les besoins de la cause, pour les besoins des chercheurs qui voulaient travailler malgré tout, qui voulaient se retrouver malgré tout, et dans un espace que j'ai appelé un espace de courtage. Vous savez, Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, il dit les bibliothèques publiques sont dans un sale état, les bibliothèques personnelles sont un objet de muséographie, et il reste les courtiers intellectuels. Donc moi j'ai vu dans la bibliothèque solidaire de confinement un espace de courtage où on fait des échanges. Des échanges parfois assez secs, parfois assez dénués d'émotions, mais ça dépend aussi. J'y reviendrai sur la dimension un peu politique. Et ces circulations, ces échanges savants dans le cadre de circulations ordinaires sur des profils Facebook via les canaux privés, puisque quand on demande tel livre ou tel contenu, tel article, tel fichier, ensuite, pour rester dans la légalité, si on peut dire, ça passe par des échanges privés. Eh bien, ce dispositif-là, il a court-circuité une grande partie des dispositifs publics. Moi, en tant que chercheur, j'ai été très frappé de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre patiemment durant des années en termes de liste bibliographique, en termes de blog hypothèses sur l'actualité de la recherche. On les trouve très 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 peu. Donc, des arts de faire empêchés, mais renouvelés, qui ont dépassé le défi du confinement, des circulations ordinaires de savoir, et toute une accumulation de savoir-faire. Une partie des gens qui travaillaient dans la bibliothèque, qui ont conçu la bibliothèque solidaire du confinement, une partie de ceux qui ont été les contributeurs les plus actifs, ils avaient déjà ces arts de faire. Parce qu'ils travaillaient sur des sujets pointus en anthropologie, en archéologie, où ils devaient avoir recours à des ressources qu'on ne trouvait pas dans les bibliothèques, et donc ils étaient rompus à les trouver sous cette forme-là. On sait d'après les enquêtes Couperin que parmi les plus jeunes chercheurs, il y en a beaucoup qui ont déjà cette capacité-là à aller chercher dans la face sombre du net les ressources qui leur manquent. Et puis on voit aussi des adhérents, des usagers du groupe qui vont acquérir ce savoir-faire à tous les échelons, les plus jeunes comme les plus âgés. Et ceux qui fonctionnent le mieux là-dedans, c'est ceux qui avaient recours à ces outils numériques également. On a eu des témoignages incroyables sur comment on fait sa thèse aujourd'hui, il y a 10 ans, avec les outils numériques. Donc ceux qui ont été les plus actifs d'emblée là-dedans, c'est ceux qui avaient ces arts de faire-là. Mais qui ne se sont pas placés en tant qu'autorité savante, en tant que bibliothécaire, en tant que chercheur, parce que ceux-là ont été marginalisés. Ils se sont tout de suite placés dans le système de courtage. Et donc, au sortir de tout ça, ça fera la transition un petit peu avec ce registre de politisation que je voudrais aborder. Ce dispositif, il se met en place d'après ce que j'ai appelé une économie morale de la science. C'est-à-dire que c'est l'expression de Lorraine Daston, économie morale de la science. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de discours, mais l'ordre de légitimation qui fait qu'on va se donner le droit de se retrouver pour échanger des fichiers, c'est parce qu'on vit de cette vocation de la science, on considère qu'elle est légitime, qu'on doit travailler ensemble, collectivement, fût-ce dans des productions et des ordres personnels. Mais voilà, il y a là une économie morale de la science. Donc, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et cette économie morale de la science, en soi, elle est politique. Si vous lisez Françoise Benamou, elle dit très clairement que l'édition scientifique aujourd'hui, elle répond aux anticommuns. Investissement public, bénéfices privés, accès restreint. Et y compris pour les bibliothèques de lecture publique via des abonnements très coûteux. Finalement, quand on regarde les bibliothèques solidaires du confinement, c'est une formidable boîte noire des pratiques
culturelle, savante et documentaire pendant cette période-là. Le Covid, c'est un temps paradoxal. C'est un phénomène global qui révèle là où on était dans la société. C'est un temps paradoxal parce que ce n'est pas un temps de politisation, puisque tout le monde est chez lui, enfermé, plus de manifestations, peu de paroles, beaucoup d'isolement, beaucoup de souffrance de cet isolement qu'on voit beaucoup parmi nos étudiants et parmi les usagers des bibliothèques. Mais c'est une démarche pleine de politisation, parce que c'est un moment de recherche empêché, ce sur quoi nombre des usagers, et notamment des concepteurs, s'élèvent, et c'est un temps aussi où on a un temps retrouvé. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Donc, sur la bibliothèque solidaire du confinement, on va voir un temps politique, disons, où il va y avoir énormément d'échanges autour des questions de genre, de féminisme. On a beaucoup travaillé ça avec Marilyn Vallée, qui n'est pas là, mais que je remercie de son aide. Et il va y avoir un moment un peu d'affrontement autour de ces questions-là. Et pour pérenniser le dispositif, les concepteurs vont mettre en débat la chose et ils vont créer des sous-groupes. C'est-à-dire qu'ils vont rétablir, dans la pragmatique des usages, une espèce d'ordre savant, via une charte d'usage. Il va y avoir un sous-groupe qui sera lecture du confinement, lecture confinée, et un autre sous-groupe qui sera lecture féministe. Et comme ça, hop, on va évacuer l'ordre du conflit. Et c'est en cela aussi que ça ressemble beaucoup à une bibliothèque, puisque la neutralisation du politique, elle s'effectue par le documentaire, par le besoin, la raison documentaire. J'ai besoin de ça, donne-le-moi, ou alors tu as besoin de ça, je te le donne. Mais on ne discute pas autour de ça. Très différent des questions autour du féminisme qui donnaient lieu à des questions plus ouvertes et à des longs commentaires qui se sont déplacés dans le sous-groupe lecture confinée. Donc, pour garder l'ordre de politicité du dispositif, c'est-à-dire les échanges, les institutionnaliser d'une certaine manière, il va y avoir une neutralisation de la politisation immédiate. Et donc on a bien là-dedans une forme de dialectique du savant et du politique qui se joue, jusqu'à son institutionnalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe continue à fonctionner, mais sur peut-être un ordre, un centre de gravité un peu différent, puisqu'au départ c'était des chercheurs extrêmement pointus, en archéologie, en anthropologie, en ethnologie, et aujourd'hui on a beaucoup plus des gens qui sont de niveau master, qui cherchent à lancer leurs recherches, qui en échangent, etc. etc. Et ça c'est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui à l'université, des lacunes qu'ils peuvent avoir en bibliographie, en méthodologie, au moment où les séminaires ont été fragilisés, au moment où les recrutements et l'ordre austéritaire s'imposent à l'université. Et quand on regarde la bibliothèque solidaire du confinement, on a quelque chose d'absolument salutaire, c'est-à-dire qu'on voit une recherche en acte, on voit des jeunes chercheurs qui ont la vocation, qui veulent rien lâcher. Et ça, quelle que soit la difficulté, et qui trouvent dans le collectif et dans ces circulations ordinaires le viatique nécessaire. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous avez peut-être déjà des questions, des remarques, des choses sur lesquelles en effet on pourrait revenir parce qu'on est rentré assez vite dans le vif du sujet? Je vous demande ça parce que, Julien va nous quitter, on va là entamer aussi un deuxième set de présentation de séquencées. Bonjour, merci pour vos interventions, vos premières interventions. Je me demandais, parce que là on parle beaucoup des personnes qui qui se sont inscrites dans ce groupe, mais comment les bibliothèques ont perçu ce court-circuitage en fait? Je me demande en fait parce qu'il y a un grand nombre de bibliothécaires qui se sont rendus compte que ce groupe existait, qui l'ont parfois salué, qui étaient membres à l'intérieur du groupe. Et comment je sais pas, peut-être les directions, les départements ont réagi face à ça?
on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la matinée, mais en gros, il n'y a pas eu de sentiment de court-circuitage, parce que réellement, la bibliothèque solidaire du confinement a rempli des fonctions que les bibliothèques n'étaient plus en mesure de remplir. Donc il n'y a pas de concurrence. En revanche, vous avez raison, il y a une présence institutionnelle assez faible. Il y a des bibliothécaires qui ont participé, mais plus à titre personnel qu'en tant que vraiment représentants de l'institution. Je pense que globalement, les gens ont été assez sidérés par le confinement. Se sont beaucoup centrés dans les bibliothèques. On a beaucoup travaillé sur la documentation électronique en fait pendant la période du confinement, parce que c'est le moment où tous les gens qui ne s'en servaient pas précédemment en ont eu besoin très vite. Donc il a fallu beaucoup d'assistance en ligne, beaucoup d'aide parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Du coup, on a été très monopolisés là-dessus et on est assez peu nombreux, c'est vrai, à être allés voir ailleurs. Il n'y a pas eu de prise en charge collective par la profession de phénomènes comme Bibliothèque solidaire du confinement. On aurait pu imaginer qu'au niveau des associations professionnelles, on dise il y a ce site, c'est important, il faut qu'on soit nombreux à aller y participer, à aller aider. Ça ne s'est pas fait, effectivement. Je crois que les gens ont été très pris au dépourvu. Pas à cet effet-là, mais individuellement, certaines bibliothèques ont peut-être... En fait, certaines bibliothèques ont fait passer de l'info institutionnelle, mais non pas... Il n'y a pas de bibliothèque qui est assurée en tant que bibliothèque une forme de permanence documentaire, une sorte de guichet en fait sur BSC. Il y a des personnes qui ont essayé de faire ça et avec des fortunes pas forcément positives, ça n'a pas toujours marché parce qu'on est dans un groupe où les gens sont davantage entre pairs. Et ce n'est pas forcément une réponse de bibliothécaire type, on va dire, qu'ils attendent. Donc les bibliothécaires qui se sont le mieux insérés dans le groupe, c'est ceux qui connaissaient bien un sujet, qui maîtrisaient bien une discipline et qui pouvaient aussi rentrer dans le jeu des échanges sur le contenu. Oui, j'en profite. Peut-être on peut remontrer une slide, mais bon, vous trouverez dans le livre, il y a 2 portraits en fait de bibliothécaires qui ont participé à BSC. Un avec une fortune difficile qui fait l'objet d'un récit très personnel, très subjectif sur ce qui est arrivé à ces bibliothécaires voilà, qui a souhaité contribuer à BSC. Et un autre portrait qui est issu d'un entretien qu'on a réalisé avec un collègue qui a une double casquette bibliothécaire et chercheur et qui est resté dans cet entre-deux, cette espèce d'ambiguïté, dedans-dehors, comme le disait Sylvie Fayet à l'instant, et qui lui a à la fois pu faire un peu du travail de bibliothéconomie, mais aussi en tant que chercheur a pu transmettre des documents. Voilà. Donc on a essayé d'éclairer par ces 2 portraits récits-là des postures sans doute beaucoup plus variées. Vous avez raison de le pointer aussi, hein, parce qu'on n'a pas pu avoir une connaissance précise et exhaustive du profil professionnel des 67 000 membres, hein, évidemment. Mais voilà, dans le livre, on a essayé d'éclairer les postures possibles de membres bibliothécaires. On peut, après cette petite coupure d'échange, et merci beaucoup de votre participation, de votre attention, on va reprendre le fil de cette séquence avec une introduction. Ce sera aussi votre peut-être introduction au data mining et à la collecte et au traitement des données. Et au revoir Julien. Oui. D'accord. C'est intéressant. Ouais. Alors, data mining, c'est peut-être un grand mot. Je vais y revenir. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Il est mieux celui-là.
Je suis intervenu avec plaisir dans ce groupe, pas en tant que chercheur, pas du tout en tant que bibliothécaire, mais peut-être en fonction support, puisque le collectif étudie un objet numérique, donc un groupe Facebook notamment, étudie un objet numérique, ça se fait aussi avec des outils numériques, et c'est à ce titre-là que je suis venu prêter main forte au collectif pour essayer de faire quelque chose des données qu'on pouvait collecter. Donc on a beaucoup évoqué jusqu'ici le groupe Facebook. Je ne sais pas si tout le monde est utilisateur de Facebook et utilisateur de groupe Facebook. C'est un objet assez évanescent qui existe en ligne, mais que chacun voit différemment. Donc s'il s'agit d'étudier cet objet, il y a un certain nombre d'opérations à faire qu'on ne peut pas forcément faire immédiatement avec l'objet qui est en ligne. Donc une étape dans le travail effectué par le collectif a été de se constituer un objet d'étude qui soit à peu près pérenne, à peu près stable, et qu'on va détailler ici, qui a été la récupération du groupe Facebook. Donc la question qui s'est posée, c'est si je veux étudier un objet en ligne, Facebook c'est une page, hein. Le groupe Facebook c'est une page, c'est une URL, mais dont le contenu change constamment, et dont le contenu change pour chaque utilisateur. Si on veut l'étudier, on ne peut pas le faire directement en ligne. Donc la question qui se pose, c'est comment le stabiliser, comment le figer dans une base de données. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc cette étape, elle se fait en 2 temps, si vous voulez bien le penser, à travers deux composants que je vais détailler assez rapidement, mais sur lesquels j'insiste un peu pour dire qu'il y a toute cette étape technique à mener si on veut étudier un objet numérique. Donc la première étape consiste à récupérer des données, c'est ce que dans le jargon informatique du web on appelle le scraping, du verbe to scrape, qui est gratter, hein, il s'agit de gratter en fait les contenus qui sont disponibles en ligne. Et donc ça se fait en plusieurs étapes, je vais assez vite, mais la première étape consiste à aller interroger. C'est un programme ici, on crée un robot, et Clément a été, pas le dénoncer, mais a été l'auteur de ce robot, qui consiste à interroger la page Facebook et à énumérer toutes les autres pages qui sont mentionnées dans ce groupe Facebook. Chaque post qui est fait dans le groupe, si vous postez, si vous publiez quelque chose dans le groupe, va faire l'objet va être considéré comme un objet et va recevoir une URL distincte. Hein. Donc la première étape consiste à énumérer toutes ces URL. Donc la page Facebook, c'est l'ensemble de l'historique du groupe. Donc on va récupérer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'URL. Une fois qu'on a ces URL, on passe dans une deuxième étape où on va récupérer cette fois le contenu, les données qui figurent sur chacune de ces pages, donc les publications, si vous voulez. Et pour chaque publication, donc pour chaque URL, on va aller récupérer de manière structurée ce qu'on peut y repérer. Donc une publication, c'est évidemment un contenu textuel, mais parfois pas. Hein, parfois c'est juste une image, quelqu'un poste juste une image. C'est quelque chose qui est horodaté, c'est quelque chose qui est signé par un signataire, qui n'est pas forcément une personne avec son vrai nom, mais en fait c'est un profil Facebook qui l'a dit, etc. Donc ces données, on les récupère dans un premier temps, et puis on va ensuite les transformer pour les mettre en place dans une base de données. Et cette base de données, on l'a rendue accessible, elle est interrogeable, hein, comme n'importe quelle base de données. Je vous en ai mis, je crois, à la... Ah bon, plus tard peut-être. Ici, ce que vous avez, c'est l'aspect physique d'une publication. Donc vous avez en haut
Alors, flouter, ici, ça c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre quand on étudie des données qui sont signées par des gens. On ne peut pas les restituer, donc il y a tout un travail éditorial, notamment pour la fabrication du livre, qui consiste à masquer tout ce qui peut permettre d'identifier des utilisateurs. Vous avez ici une publication, un post, et qui est suivi d'un certain nombre de commentaires. Vous avez ici le premier commentaire. Il est très important de savoir que ce commentaire est le commentaire de ce post. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on récupère les données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui fait qu'un commentaire est le commentaire d'un post donné, c'est qu'ils vont partager une même référence, qui est une URL Facebook. Donc le commentaire, c'est le commentaire d'un identifiant Facebook qui est l'identifiant d'un post. Voilà, donc ça c'est juste pour rentrer un tout petit peu dans la cuisine. Ce qui est en haut, c'est le résultat du scraping, c'est ce qu'on a récupéré physiquement de la page Facebook, et ce qui va être mis dans la base de données. Alors faire une base de données, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais faire une base de données, ça consiste foncièrement à identifier des objets. Et pour ces objets, on appelle ça des entités, énumérer des attributs. Donc étudier un groupe Facebook, c'est aussi énumérer en fait les objets. Qu'est-ce qui est en jeu dans un groupe Facebook? Quels sont les types d'objets, quels sont les types d'entités qui sont manipulés? On va avoir bien sûr des publications. Les publications, elles ont un certain nombre d'attributs, dont leur caractéristique d'être un commentaire ou pas, d'avoir été publié à telle date par telle personne, et bien sûr d'avoir un contenu textuel. Vous avez des utilisateurs, et puis vous avez des associations qui sont des liens entre publications. Vous avez un post, il est accompagné de commentaires, les commentaires sont accompagnés de réponses. Clément vous a montré tout à l'heure un petit peu quelle était cette hiérarchie. Donc il faut en rendre compte dans la base de données. Et voilà par exemple le petit écran, la petite interface qui a été mise à disposition du collectif. Ça n'est bien entendu pas une base de données publique. Elle était réservée à notre usage. Elle va disparaître avec la fin du projet, qui vous permet de faire des recherches par mots-clés sur l'intégralité des publications du groupe, avec un certain nombre de filtres, etc. Et vous obtenez après des résultats qui sont, ici c'était je crois une recherche sur le mot dièse d'hydro. Vous avez ensuite des résultats qui sont les publications avec les attributs propres à cette publication. Si on regarde un peu ce qu'est le contenu, ce qu'est la volumétrie de cette base de données, voilà des chiffres. Clément a rappelé en introduction qu'il y avait deux sources d'informations qui ont été utilisées pour les analyses quantitatives. Selon les indications de Facebook, voilà les chiffres principaux qu'on a, donc 66 000 membres inscrits, qui ont produit un total de 120 000 messages, etc. Si on regarde ce que nous avons récupéré, les chiffres sont un petit peu différents. Il y a des bonnes raisons à ce que les chiffres soient différents. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra peut-être le faire à travers les questions. Mais en revanche, il y a, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons avoir des indicateurs comme le nombre de membres contributeurs, c'est-à-dire les membres qui ont publié, que c'est une indication que Facebook ne restitue pas. Donc par rapport aux 66 000 membres inscrits, nous, ce que nous avons répertorié, c'est 23 000 membres contributeurs. Donc vous avez quand même 60% de la population inscrite à ce groupe qui apparemment ne publie pas. Donc ce sont des consommateurs. Donc quand on est rentré dans l'analyse du groupe, on a comme ça pu faire une sorte de partition de la population du groupe, et qui doit correspondre aussi peut-être à ce qu'on peut observer des populations dans les bibliothèques physiques. Que font les différents usagers des bibliothèques? Est-ce qu'ils sont tous demandeurs d'ouvrages? Est-ce qu'ils sont tous en train d'aller
interroger un bibliothécaire? Non. Certains, selon les bibliothèques, peuvent aller se servir tout seuls. Certains viennent là juste pour être là, silencieusement, éventuellement. Ce sont des choses qu'on retrouve aussi au niveau numérique, mais de manière différente. On peut passer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait de ces données? Je vais aller assez vite sur quelques exemples. Voilà. D'utilisation de cette base de données que nous avons faite pour illustrer des phénomènes qu'on ne peut pas réaliser directement dans Facebook. Par rapport à la question de savoir qu'ont dit les modérateurs du groupe dans les messages qu'ils ont publiés dans ce groupe, vous pouvez très difficilement le faire dans Facebook. Donc, la base de données nous permet de le faire. Vous avez ici un extrait sur le mois d'avril. Pour vous donner une idée, sur les 140 000 messages, publications que nous avons recensés, il y en a 2700 qui ont été faites par des administrateurs du groupe. Donc les administrateurs, ce sont des super utilisateurs, c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur chacun des inscrits. Vie et de mort, oui, on peut exclure des membres du groupe. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas parce qu'on est administrateur qu'on poste des messages d'administrateurs. Ce sont aussi des utilisateurs. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces messages, mais parfois ils posent des questions d'utilisateurs ordinaires. Un deuxième exemple de ce type-là, combien de publications parlent de tel et tel concept, ici femme ou race, donc on peut facilement extraire ces informations-là. Donc, tel jour, on a recensé pour le mot-clé femme tant de publications du type post, du type commentaire, etc. Un troisième exemple, ce sont les contextes d'apparition d'un mot. Donc, je parle sous le contrôle de Sylvie. Voilà, les contextes d'apparition du mot bibliothèque dans les posts, dans les publications que font les utilisateurs. Je crois qu'il y en avait 700 à peu près dans ce qu'on a pu collecter. Ça vous permet d'avoir une vision de ce que veut dire bibliothèque. Bibliothèque est un mot, vous le savez beaucoup mieux que moi, assez polysémique. Là, c'est intéressant de regarder ce que les utilisateurs en disent. Si vous voulez juste avancer sur la slide d'après, je me suis permis d'aller repérer un certain nombre d'adjectifs avant, après, bibliothèque. Les gens sont en général assez contents de leur bibliothèque quand ils en parlent. Ils disent oui, j'ai une belle bibliothèque, elle est solide, elle est grande, elle est grosse, il y a plein de trucs dedans. Et donc le message, moi, subliminal que j'en ai retenu, c'est que oui, c'est important. Donc ne lâchez rien sur le volume des bibliothèques. Un dernier exemple que je vais prendre sur les données, les posts orphelins qu'on a évoqués. Ça aussi, c'est difficile de l'obtenir dans Facebook. Beaucoup d'utilisateurs ont posté des demandes bibliographiques qui sont restées sans réponse. Et donc, on peut récupérer l'information après. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ici, le graphique qu'on peut régénérer sous Excel vous montre, si vous suivez les points gris, vous avez entre 30 et 50%, c'était sur le mois d'avril 2020, 40% disons en moyenne, de postes sont sans réponse. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai plein d'autres exemples si vous voulez pour tout à l'heure. Merci Grégoire pour toute cette présentation. L'ordre c'est à moi de présenter les espaces silencieux. D'accord. Et est-ce qu'on prend un petit slot de questions sur la méthodologie éventuellement? Si vous avez des remarques un peu à chaud sur cette méthode de récupération de données, sur la manière dont elles sont traitées, qui permettent de répondre à des questions d'usage des bibliothèques d'une certaine manière. Quel logiciel vous utilisez pour récupérer les données de Facebook? Alors, on a deux sources de données, comme l'a évoqué Grégoire. La première, c'est que l'on a négocié notre accès au terrain avec la communauté. On a demandé si c'était possible
d'avoir accès à des informations, et les administrateurs du groupe, donc les super utilisateurs, nous ont donné accès à un certain nombre de statistiques d'usage qui étaient des statistiques agglomérées. C'était vraiment très intéressant, ça donnait des informations, on va dire, démographiques, la ville, de connexion, la ville déclarée des utilisateurs, leur âge, leur sexe, etc. Mais on avait quand même une frustration pour comprendre les usages, comme on veut connaître les usages d'une bibliothèque, c'est-à-dire la manière dont sont formulées les demandes, et on voulait arriver à une granularité au niveau individuel des demandes, comme on peut le faire quand on fait passer un questionnaire. Et donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à l'utilisation de cette fameuse méthode de web scraping, qui correspond à... donc, l'idéal, ce serait que Facebook ouvre ses données pour la recherche publique. Ce n'est pas le cas, notamment sur les groupes Facebook, qui sont une donnée qui est tout à fait protégée, qui n'est pas du tout partagée par Facebook. Et donc, on a créé un outil ad hoc pour réaliser la récupération des données. Ce n'est pas un logiciel, on va dire, qu'on achète ou qui est clic, etc. C'est un outil académique que l'on crée, que l'on ne partage pas pour des raisons assez évidentes de protection de la vie privée des utilisateurs. Ça faisait partie aussi de l'échange que l'on a eu avec les administrateurs, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir véritablement l'usage, l'accès à ces informations-là? C'est ce que l'on a fait. Ce sont des outils qui sont de facto un peu... ils permettent de prendre une photo de la situation. Donc effectivement, on va regarder les pages, mais avec une certaine imprécision. Et donc, l'ordinateur, quand il va récupérer, donc ça prend combien j'ai dit? Un week-end, je pense. Un week-end, l'ordinateur a tourné jour et nuit tout le temps. Donc ça soulage beaucoup de travail, même si on était 8, à cliquer, à faire des copier-coller, ça aurait été compliqué. Donc on a décidé d'automatiser le dispositif aussi, c'est une des raisons économiques pour laquelle on utilise ce genre de logiciel. Et on a un taux d'erreur, les pages ne se chargent pas forcément de manière bonne, on a des problèmes d'accès, plus on descend en fait dans l'histoire du fil Facebook, et plus on a des difficultés à accéder à l'information, plus les mémoires des ordinateurs saturent, on avait un certain nombre de difficultés. Voilà. Mais en tout cas, la réponse simple, c'est un outil ad hoc qui est fait, et pour l'ensemble des recherches sur les pages Facebook qui nécessitent une récupération automatisée de données, eh bien c'est un logiciel qui va être fait par un membre de l'équipe de recherche. D'autres questions? Non? Mais, du coup, je vais enchaîner sur la présentation de cette étude vraiment tout à fait exploratoire que l'on a fait sur les espaces silencieux de travail en ligne avec Cécile Twitou, qui est donc responsable de la prospective à l'IEP de Paris, avec cette sensibilité, on l'a dit en introduction. Les bibliothèques n'ont pas été fermées depuis juin 1940, il y a une dimension extrêmement symbolique, et en regardant sur le musée de la Résistance nationale, il y a cette petite image qui est très rigolote, c'est qu'au moment où les bibliothèques vont réouvrir, donc c'est indiqué 5 septembre 1940, eh bien, les gens se précipitent et on les voit attablés, silencieux, travailler dans la bibliothèque nationale. Et cette image, elle permet de comprendre que les bibliothèques, ce n'est pas uniquement un lieu de consultation d'ouvrages, ce n'est pas uniquement un lieu où on va chercher un livre, on rentre, puis on sort avec l'ouvrage sous le bras, mais c'est un lieu de travail silencieux, d'émulation collective. Et c'est un peu cet élément que l'on voulait étudier avec Cécile Twitou. Comment ça se retranscrit quand les bibliothèques sont fermées? Comment les gens font pour travailler silencieusement, retrouver une émulation collective, retrouver un semblant de contact social? Pour répondre à cette question, de manière encore une fois extrêmement exploratoire, on a procédé en trois chapitres dans le livre. Un premier chapitre qui a été rédigé par Cécile, qui correspond à une comparaison avec ce qui se passe
véritablement dans les bibliothèques quand elles sont ouvertes et ce qui s'est passé en ligne. En fait, essayer de trouver les points similaires. Et on va revenir dessus. Le deuxième chapitre que j'ai principalement réalisé, mais Cécile a aussi un peu participé, c'est aller voir sur une plateforme en particulier. Donc j'ai pris YouTube et j'ai essayé de voir ce qui se passait sur les personnes qui se filment en train de travailler et l'émulation que ça peut créer. Donc c'est les fameuses vidéos Study With Me où des gens se connectent, se filment en train de travailler et sont identifiés et sont suivis par des internautes qui les remercient, merci beaucoup de vous filmer en train de travailler, ça m'aide, ça me motive, etc. Et le troisième chapitre, c'est un entretien avec un chercheur extrêmement confirmé, Dan Sperber, qui est un linguiste, un philosophe, qui s'est retrouvé dans cette situation, à être tout seul chez lui, et à lancer une initiative à sa petite échelle d'un espace silencieux. Il raconte à quel moment il s'est dit c'est une bonne idée de créer cet espace-là, et comment ça s'est mis en place. Si on prend le chapitre de Cécile, il est basé sur un ensemble d'entretiens avec des étudiants, avec des bibliothécaires, pas seulement des bibliothécaires français ou des étudiants français, mais on a aussi fait un entretien avec une personne de l'université de McGill au Canada. Et en fait, ce qui ressort de ces entretiens, c'est vraiment que tout à l'heure la question était posée, que font les bibliothécaires dans ces initiatives numériques? Et donc là, sur les espaces numériques silencieux, les bibliothécaires sont vraiment partie prenante. Ils créent des initiatives institutionnelles basées sur les serveurs de leur université, basées sur les serveurs de leur bibliothèque, et ouvrent des espaces. Et puis il y a d'autres initiatives qui sont faites un peu plus à la marge, par exemple, ces fameux étudiants de Sciences Po, Paris, qui ont créé sur un serveur Discord leur espace bibliothécaire qui reprenait un peu le contexte de Sciences Po. Alors c'était assez rigolo, il y avait le nom des salles qui reprenait le nom des salles réelles, donc il y avait un parallèle. Mais ce qu'essaie de nous dire Cécile, c'est que les gens recherchent exactement ce qui fait la nature du travail silencieux dans la bibliothèque quand ils créent des espaces numériques, c'est-à-dire des règles, le silence, la bienséance, la concentration, le fait de respecter le travail, le fait que les autres soient en train de travailler, donc sortir si l'on veut discuter avec quelqu'un d'autre, avoir des espèces d'horaires aussi. Il y a une recherche de rythme qui peut être recherchée. Donc, et finalement, une bibliothèque, ça a des horaires aussi, en général, et ça cadre ce travail. Donc c'est ce cadre de travail que les gens recherchent et recréent sans les bibliothécaires, quelquefois, ou avec leur encouragement. Le deuxième chapitre dont je parlais, c'est sur les Study With Me sur YouTube. Et j'ai fait un petit travail où j'ai observé de manière quantitative 50 YouTubeurs. Et j'ai essayé de voir un petit peu comment avait évolué l'intensité de cette utilisation. Si on regarde sur un peu le long terme, on se rend compte que ces activités, ces vidéos Study With Me, elles ne viennent pas avec le confinement. C'était une pratique qui existe depuis 2016, où des personnes font véritablement des vidéos de travail silencieux où ils essaient d'emmener d'autres personnes avec eux, de leur montrer la voie du travail intellectuel. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est une pratique qui est très genrée avant le confinement. C'était une pratique particulièrement féminine, où c'était des youtubeuses qui, depuis 2016, faisaient ce type de vidéos à une intensité assez limitée par rapport à l'emballement qu'il y a eu avec la fermeture des bibliothèques, avec le confinement, avec les règles sanitaires. Et là, on a un ensemble de youtubeuses et youtubeurs qui vont occuper la toile, qui vont commencer à se filmer et qui vont avoir un certain succès. L'autre... Non, c'est bon. L'autre effet que l'on peut observer quand on regarde ces vidéos Study With Me, c'est le fait qu'on est dans une logique de youtubeur, on est dans une logique d'influenceur, et il y a ce qu'on appelle la recherche d'authenticité. C'est-à-dire que les youtubeurs se filment pour essayer de retranscrire au mieux la véracité de l'effort intellectuel.
Et donc il y a différentes stratégies, il y a différentes manières de se filmer, il y a différentes manières d'encourager les personnes à les suivre, et ça c'est assez intéressant. Et on se rend compte que c'est un espace qui est très diversifié. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, et dans la réflexion professionnelle, j'imagine que ça peut être tout à fait intéressant de voir un peu la palette sur lesquelles on peut jouer pour amener des ambiances dans les bibliothèques. Et l'autre aspect, c'est le fait qu'il y a une rencontre entre l'imaginaire des bibliothèques, c'est-à-dire l'idée que les utilisateurs se fondent de ce que c'est qu'une bonne bibliothèque. On a dit tout à l'heure, voilà, il faut qu'il y ait un grand fond, il faut qu'il y ait plein de livres, etc. Mais ça peut être aussi des beaux murs, ça peut être un bruit, un son particulier, une musique spécifique, un rythme, etc. Et donc on a un peu les cultures, les sous-cultures YouTube, comme l'ASMR, je ne sais pas trop si vous voyez un peu ce que c'est, des choses qui sont censées mettre un peu dans un état de conscience qui favorise la concentration, c'est ça cette culture ASMR. On a d'autres sous-cultures, Harry Potter, les films qui parlent de bibliothèques, etc. Mais on a comme ça une mosaïque de pratiques qui se met en place et qui trouve son public et qui, d'un point de vue professionnel, peut-être peut amener des réflexions, des manières de faire. Et puis, le troisième chapitre, il est lié à cet entretien avec Dan Sperber, qui avait publié un post de blog dans Cognition and Culture, où il commençait à raconter un peu cette expérience en disant, en fait, créer un espace numérique, ça permet de se resocialiser, c'est un petit peu un coup de pouce, un petit coup de coude qui force à se remettre au travail, qui donne de l'entrain. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Et il nous a raconté, dans un entretien qui a duré environ 2 heures, un petit peu l'histoire de cette pratique, comment il en est arrivé à ouvrir cet espace. Et il porte un discours très orienté vers les bibliothécaires en disant, mais ça ne coûte rien aux bibliothèques de créer ces espaces-là, et pourtant c'est tellement bien de pouvoir se retrouver avec d'autres utilisateurs à pouvoir avoir pas un public, mais une ambiance qui permet de travailler depuis chez soi. Alors, c'est un peu contrebalancé, vous verrez avec les autres entretiens, notamment la personne de McGill, où ça demande quand même un peu de community management, ça demande de l'organisation, etc. Mais en tout cas, il y a un discours, une demande qui émane de cet entretien, qui est tout à fait intéressante, et où des arguments sont donnés pour dire que ça donne vraiment un petit coup de pouce au travail de concentration. Voilà, je pense que j'ai fini avec cette partie-là, et je donne la parole, je pense, à Louis ou à Sylvie. Et si vous avez des questions sur cette partie spécifique, vous pouvez évidemment les donner. Oui, pardon. Oui, donc voilà, vous avez le temps de peut-être aussi réfléchir, on reprendra des questions à la fin. Donc pour les 2 dernières séquences, avant la conclusion de cette matinée, donc Sylvie Fayet va revenir sur les analyses que d'un point de vue bibliothéconomique, on peut mener à partir des données collectées telles qu'on les a montrées dans une base de données. Et ensuite, Louis Viard rendra compte de la vie d'une communauté numérique du point de vue du management de ces communautés. Nous reprendrons ensuite les questions et nous conclurons. Merci, bonjour à tous. Donc les données qu'a présentées Grégoire, Clément et Louis les ont beaucoup fait parler sur la structure des discussions, qui participent, comment ça s'étale dans le temps. Mais il y a des choses qui n'étaient pas forcément automatisables, qui sont notamment le repérage du contenu documentaire précis de tous ces échanges Facebook. C'est-à-dire, que demandent les gens, quels documents veulent-ils, est-ce qu'ils se les procurent ou pas, et comment. Ça, c'est difficile à automatiser parce que
La base ne peut pas reconnaître spontanément qu'est-ce qui est un titre d'ouvrage, dans la mesure où on ne lui a pas indiqué ni encodé précisément qu'il s'agissait d'un titre. Donc ça voulait dire un travail quand même assez long et assez patient de dépouillement de l'ensemble des messages afin d'identifier un petit peu, chaque fois qu'il y avait un titre, regarder de quoi s'agissait-il, quelles interactions s'enclenchaient là-dessus. Et c'était vraiment important de faire ça, puisque notre objectif c'était de voir un petit peu, déjà de qualifier un peu en termes de bibliothéconomie les documents qui sont demandés sur ce groupe. Est-ce qu'il s'agit en gros d'ouvrages français, étrangers, d'articles de périodiques, de thèses, de livres, d'ouvrages très spécialisés niveau recherche, plutôt d'ouvrages de référence. Tout ça c'est important de le savoir. Important de savoir aussi dans toutes ces demandes qu'est-ce qui est disponible dans le cadre d'offres légales sur le marché. Et important aussi de savoir quels échanges et quelles interactions et quels moyens de fourniture éventuels se mettent en place autour de ces demandes. Donc c'est un laboratoire extraordinaire, hein, la Bibliothèque solidaire du confinement, parce que, à ma connaissance, aucune enquête en bibliothèque, si précise soit-elle, ne permet d'associer de cette manière l'identification précise des documents que les gens veulent, et puis le contexte d'utilisation de ces documents, les objectifs et des éléments également qui permettent de positionner les demandeurs, puisque très souvent ils expliquent, ils disent voilà, moi je fais une thèse sur tel sujet, je recherche tel document à telle fin. Donc on a vraiment un ensemble de données assez inédit. Du coup, on n'a pas non plus de méthodologie toute faite. Hein. On a appris en marchant avec les collègues avec lesquels on a exploré cette masse et on a construit petit à petit, au fond, nos grilles d'analyse. Dans le temps dont nous disposions, il était impossible de parcourir la totalité des messages. Donc nous avons choisi de travailler sur des échantillons, de dépouiller des corpus thématiques en particulier. Alors sur les corpus thématiques, nous sommes deux à avoir travaillé. Moi, j'ai travaillé sur les échanges qui concernaient le Moyen-Âge et Marilyn Vallès a travaillé sur les échanges qui concernaient la photographie. On a tenu à avoir deux sujets assez différents, susceptibles d'attirer aussi un public différent, pour voir si on retrouvait en gros les mêmes tendances. Je vous passe le détail des analyses, je vous livre directement les grandes conclusions. Premier constat, c'est partagé c'est valable aussi bien pour Moyen-Âge que pour photographie. Hein, ce que je veux dire, on n'a pas trouvé de contradiction entre les deux thèmes. Premier constat, c'est qu'il n'y a quasiment pas de demande de fourniture d'articles de revue. On fait la supposition assez raisonnable que c'est parce que les bouquets de revues numériques et les bases de données auxquelles les bibliothèques sont abonnées et qui étaient accessibles en ligne pour tous les chercheurs ont suffisamment rempli leur office. Il était assez facile pour eux de se procurer des articles par ce biais-là, d'autant plus que des bibliothèques comme la Sorbonne avaient fait savoir qu'elles ouvraient à un public élargi au niveau national l'accès à leurs ressources électroniques, donc il n'y avait pas de vraie difficulté dans l'accès aux articles. On suppose que c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont demandés, mais rien ne permet de l'affirmer à coup sûr. Deuxième constat, c'est que quand les gens demandent une référence bibliographique en particulier, on a deux grandes masses à peu près équivalentes en volume. On va avoir d'un côté des ouvrages très spécialisés. Et là, c'est un peu comme ce qu'on rencontre en bibliothèque universitaire. Il y a une dispersion extrême, parce qu'il y a un très grand nombre de sujets de recherche. Chacun va demander des références propres à son sujet. Donc on va avoir un éparpillement documentaire des demandes. Chaque demande correspond en gros à un titre différent. Donc on a un premier volet comme ça, très spécialisé, très éparpillé. Et un second volet qui m'a davantage surprise, où beaucoup de demandes en fait se concentrent sur ce qu'on pourrait appeler des classiques, des ouvrages de référence. Donc on va avoir des demandes de dictionnaires, on va avoir des demandes d'ouvrages qui sont vraiment devenus des incontournables dans la discipline. Pour la photographie, on va avoir la Chambre claire de Barthes, pour le Moyen-Âge, on va avoir les ouvrages de Duby ou de Le Goff. Donc des choses vraiment, des classiques, on va dire, des manuels, des dictionnaires.
ça représente quand même la moitié des demandes. C'est pas seulement le fait de néophytes, d'étudiants de licence ou de gens qui découvrent la discipline, ce sont aussi des demandes qui émanent de gens se déclarant comme étant en master ou en doctorat. Donc, vraiment, un bouquet de classiques assez resserré et qui est vraiment très très demandé. Et là, autant on observe un éparpillement pour les demandes spécialisées, là on est beaucoup plus resserré. En gros, pour le corpus Moyen-Âge, il y a 75 demandes de ce type et elles se concentrent sur moins de 15 titres différents. C'est-à-dire, en gros, pour un titre, on a au moins 5 demandes. Moi, ça m'a un petit peu interrogée, je n'ai pas de réponse, mais je partage avec vous ma question. Je me suis dit souvent, les bibliothèques, elles développent leur collection, justement, elles essaient de les développer entre ces deux polarités-là, pour proposer autre chose et ouvrir au-delà des classiques, et en même temps, on sait très bien qu'on ne pourra jamais couvrir la totalité des besoins dispersés de la recherche, donc on vise plutôt l'entre-deux. Là, l'entre-deux, il est très peu représenté, en réalité, sur les groupes que nous avons étudiés en tout cas. Ensuite, on a essayé de regarder ça par rapport à la disponibilité. Alors, dans le livre, il y a une contribution de Romane Coutenson qui fait le point sur tout ce qui est disponible aujourd'hui en ligne et accessible sous forme électronique dans le cadre d'offres légales, mais elles sont déjà extrêmement variées. Donc, c'est un article qui sera très très bien, à mon avis, pour les révisions de concours, parce que ça fait un point parfait. On a regardé tous les titres qu'on a trouvés. Est-ce qu'ils étaient disponibles? Pourquoi les gens, pourquoi les gens se les échangent? En réalité, dans 80% des cas, les ouvrages qui sont demandés n'existent que sous forme papier. C'est-à-dire que la partie prise en charge sous forme accessible en ligne est extrêmement réduite. Ça peut être soit une vente directe par l'éditeur pour des particuliers, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible aux bibliothèques, mais quand vous êtes un particulier, vous pouvez commander la version PDF ou EPUB d'un livre. Ça peut être des choses offertes sur des plateformes comme Open Edition ou Kern qui avaient largement ouvert leurs ressources à ce moment-là. Ça peut être dans certains cas des documents libres de droit, donc qu'on va retrouver dans Gallica ou des bases patrimoniales. Et ça peut être, dans certains cas, des e-books présents dans des bouquets souscrits par des bibliothèques. Mais tout ça, tout ce disponible en ligne, il ne représente que 20% des demandes portées sur la bibliothèque solidaire du confinement. Donc ça veut dire que 80% n'existent que sous forme papier. Une partie d'entre eux, très facile de se les procurer. L'an 1000 de Georges Duby, on peut tout à fait, si on veut, le commander sur Amazon d'occasion, il n'est pas cher. Donc il y a aussi bien des choses très courantes, très répandues, pas chères, faciles d'accès, que des ouvrages épuisés ou de l'édition académique qui peut être très chère. C'est vrai que quand on est à des ouvrages qui sont sur 30, 40, 50 euros, c'est compliqué pour les chercheurs, pour les doctorants de les acquérir eux-mêmes. Donc voilà, on a quand même 80% des documents demandés qui n'étaient couverts par aucune forme électronique. Donc ça signifie quand même que la Bibliothèque solidaire du confinement, ses objectifs, c'est pas du tout de se soustraire à un circuit légal qui existerait. C'est vraiment de venir remplir un manque que la fermeture des bibliothèques a créé. Parce que l'essentiel de la documentation dont ils ont besoin n'était disponible pour eux qu'en bibliothèque. Ça, c'est vraiment un point important à mesurer, me semble-t-il. Et puis, globalement, pas énormément de présence de documentation étrangère, pas énormément de demandes de thèse non plus. Là aussi, peut-être que c'est plus facile d'accès avec des dispositifs comme thèse.fr ou autre, mais vraiment une forte concentration sur des monographies et souvent des classiques. Pour compléter cet aspect demande de titres précis, on a aussi dans les groupes des gens qui demandent des orientations bibliographiques de manière plus ou moins précise, comme ils peuvent faire en bibliothèque. Ça peut être « je cherche sur tel sujet, qu'est-ce que vous auriez à me conseiller ?» Et le sujet peut être assez bien délimité, ils ont déjà un petit peu
calibrer les choses, ça peut être beaucoup plus vague. Des fois, on voit passer des demandes « j'aimerais découvrir le Moyen-Âge ». Donc voilà, il y a un peu tous les niveaux. Les gens dans le groupe sont très solidaires. Alors, c'est vrai que les démarches qui leur paraissent un peu paresseuses disent quand même tu pourrais un petit peu travailler, mais ils essaient vraiment de répondre et d'aider. Et en aidant, ils en remettent une couche sur ces grands classiques dont on parlait. Ben, ils recommandent de nouveau « ah ben, je te conseille de lire Duby, Le Goff, etc. » Les réponses ne sont pas toujours, à mon avis, totalement pertinentes par rapport aux demandes, mais je crois qu'il était important pour un certain nombre de participants d'apporter une réponse. Et ce qui concourt au caractère convivial et solidaire et engagé quelque part du groupe. Ça, c'était pour les 2 corpus thématiques que Marie-Lune Pallès et moi avons étudiés. Geneviève de Maupoux a également travaillé avec le soutien de Muriel sur les postes orphelins, c'est-à-dire les postes qui n'ont pas eu, les demandes qui sont restées sans réponse. Alors ça, c'était un petit peu un pari qu'on a fait au début, parce que l'idée de départ, c'était de vérifier est-ce que ces postes sont restés sans réponse parce que l'ouvrage est vraiment introuvable, ou parce que la demande était trop mal formulée, ou est-ce qu'il y a une raison de nature documentaire. En réalité, l'étude qu'a conduite Geneviève montre que, certes, dans certains cas, la formulation peut compter parce que voilà, parce qu'elle n'est pas assez précise ou qu'on manque d'informations pour identifier précisément le document. Mais elle a quand même mis en avant 2 choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'on ne voit pas de réponse dans Facebook qu'il n'y en a pas eu en réalité. Pas oublier, ils sont très respectueux des questions de droit d'auteur. Ils savent que la reproduction des ouvrages n'est permise qu'à titre privé. Donc, quand ils postent des demandes, très souvent, la transaction qui suit, elle se fait en message privé, on ne la voit pas. C'est-à-dire que quelqu'un poste une demande et quelqu'un qui aura le livre le contactera directement en privé pour lui dire « moi je l'ai, je peux te le passer ». Donc il y a une partie aveugle. On ne sait pas. C'est pas parce qu'un poste est resté sans réponse que la demande elle-même, elle est réellement restée. Et le deuxième point que Geneviève a mis en évidence, c'est que la logique de fonctionnement de Facebook, alors c'est très différent par rapport à des logiques de bibliothèque, mais en gros, les suites données à un poste, elles vont beaucoup dépendre du moment où il apparaît dans le fil de discussion des uns et des autres. Parce que les gens ne vont pas consulter les archives des demandes, voilà, ils ne vont pas remonter dans le fil des discussions. Si la demande apparaît au moment où ils sont en ligne et s'ils se sentent concernés, ils répondent. Sinon, tant pis. On a pu faire le constat sur Moyen-Âge, par exemple, une même demande a été postée plusieurs fois, jamais aucune réponse, et puis, je ne sais pas, la 4e ou 5e fois, quelqu'un répond, et là, c'est l'emballement, parce que d'autres se mettent à répondre, à demander, etc. Donc, il y a ce côté aléatoire qui est parfois un petit peu troublant pour nous. Voilà, c'était pour vous donner les principales conclusions sur ce qu'on peut en tirer au niveau documentaire. Je suis à votre disposition pour plus d'infos si vous le souhaitez. Mais ces faits-là me paraissaient importants. Donc on est quand même sur une offre éditoriale globalement qui est assez insuffisante. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de cette intervention, toutes les autres. C'est plutôt rassurant sur le besoin de formation académique des bibliothécaires. J'ai moi-même terminé mon mémoire de master pendant le confinement avec Internet. Et grâce à Kern, effectivement, j'ai eu peu besoin de solliciter des groupes type bibliothèque solidaire pour les articles. Tout était très bien mis en valeur sur hypothèse, Kern. Il y a beaucoup de sites et c'est effectivement assez européen pour des ressources, notamment espagnoles, sur lesquelles je travaillais. Voilà. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos interventions. Je trouve très intéressante la partition entre ouvrage très spécialisé et ouvrage plus classique. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, il me semble que vous avez arrêté de récolter des informations en janvier 2021,
donc après le confinement, et est-ce que vous avez observé justement une modification de ces demandes après la fin de l'année scolaire? Parce que notamment les demandes d'usuels, ça me fait penser justement à ces étudiants qui finissent leur mémoire en fin d'année et qui ont besoin de vérifier des références, des notes, pour des notes de bas de page, des choses comme ça. Alors que des ouvrages plus spécialisés, ça va être peut-être plutôt des chercheurs qui font une recherche sur le temps long, comme des doctorants ou des chercheurs plus confirmés. Et donc, je sais qu'il y a des manques dans le profil des utilisateurs de par le type d'information que vous avez pu recueillir. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer, une modification en fonction de la période universitaire à laquelle ces postes sont faits? Merci. La modification la plus visible, elle est par rapport à la période du confinement, c'est-à-dire qu'il y a 80% des demandes se font sur mars, avril, mai. Avril principalement, qui était avril 2020, le mois où vraiment les bibliothèques étaient absolument fermées. À partir du moment où elles commencent à rouvrir avec les services de drive, enfin click and collect, puis ensuite à rouvrir au public, dans la catégorie Moyen-Âge, en tout cas, les échanges diminuent beaucoup. Et à partir de janvier, il n'y en a même plus. Enfin, moi, je suis allée jusqu'à février pour couvrir un an complet, mais en février, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est très net. Ensuite, moi, je n'ai pas remarqué de choses par rapport au rythme vraiment universitaire, sauf dans le cas de... En fait, au printemps, pas mal d'étudiants disaient « je prépare mon entrée en master ». Enfin, il y en a un certain nombre qui se projetaient sur une année de master 1 ou 2 et qui commençaient à faire un peu de biblio dans cette perspective-là. Sinon, manifestement, on a des doctorats en fin de thèse parce qu'on a certaines demandes qui disent « j'ai besoin de vérifier que c'est bien page 12 de telle référence ». Donc ça ressemble vraiment, là, je rédige ma biblio et il y a une... Et malheureusement, j'ai mal noté cette référence et j'ai besoin de vérifier, à des choses beaucoup plus larges. Je ne crois pas qu'on puisse rattacher un type de demande, en tout cas sur cet échantillon-là, on n'a pas exploré tout le groupe. On ne peut pas rattacher un type de demande uniquement à un état d'avancement dans le cursus universitaire, m'a-t-il semblé. Je voudrais savoir si vous avez eu beaucoup de retours sur les grosses difficultés. Je voudrais, s'il vous plaît, savoir si vous avez eu des retours sur de grosses difficultés qu'ont eu certains étudiants de BU à travailler pendant ces périodes de confinement. Oui, mais alors là, c'est tout à fait en marge. C'est une question qui est quand même très importante. Ils expriment, il y en a pas mal qui expriment dans les discussions sur Bibliothèque solidaire du confinement, ils demandent des documents, mais ils partagent aussi leurs difficultés. Oui, et c'est vrai qu'on en voit plusieurs qui expriment leur mal-être, leur dépression. Il y a des études qui se sont... Je voudrais savoir s'il y a des études qui se sont intéressées du point de vue, vous en tant que professionnel de la documentation, sur les difficultés qu'ont eu certains étudiants pendant cette période à pouvoir accéder à cette nouvelle forme de documentation pour eux. Il y a eu des actions menées, l'université où je travaille, on a appelé tous les étudiants de licence un par un pour faire avec eux le point sur leurs difficultés globales. Parce que ce n'était pas que de la difficulté de l'accès à la documentation. Généralement, ça s'accompagne de difficultés liées à l'isolement, liées à des difficultés pédagogiques aussi pour ceux qui devaient suivre des cours en ligne, parce que voilà, les attendus n'étaient pas toujours bien compris. Donc sur le plan de la recherche en bibliothéconomie, c'est un aspect qui a été quand même pris en compte? Alors partiellement, et là je pensais en particulier à l'enquête menée par l'Observatoire de la vie étudiante, qui est donc une enquête beaucoup plus large que les seuls accès aux ressources documentaires, mais qui vient là de paraître. Il y a 2 questions sur les bibliothèques, il y en a plusieurs sur les conditions de travail personnel en fait, des étudiants, et de manière générale sont aussi... traité d'un point de vue quantitatif, puisqu'en fait c'est une enquête barométrique qui est faite
toutes les 3 ans, je crois. Et donc on voit une détérioration quand même des conditions de vie matérielles des étudiants, qui a été particulièrement sensible là sur l'édition 2020. Elle est en ligne là, et pour les questions bibliothèque, il y a eu mardi dernier en fait, dans le cadre de l'ADBU, la présentation des réponses données concernant les 2 questions bibliothèque par le responsable. Donc là, vous avez une vidéo là-dessus. Je vais enchaîner avec une petite présentation sur les pratiques de community management au sein de ce groupe, la Bibliothèque solidaire du confinement. Parce que très vite, ce groupe Facebook, il a dû se constituer de règles, de principes à respecter. On n'interagit pas à 70 000 quasiment sans devoir respecter un certain nombre de principes, de règles de bonne conduite pour que les échanges finalement se passent correctement. Et donc très vite, ce groupe, la Bibliothèque solidaire du confinement, il se dote d'une équipe de modérateurs, une dizaine de personnes, des étudiants plutôt en fin de cursus, en sciences humaines et sociales, qui sont des étudiants en fin de master, des étudiants, des doctorants parfois. On voit que ce groupe de modérateurs, d'administrateurs, ceux qui vont vraiment gérer le quotidien du groupe, ce sont des gens qui sont marqués par une sensibilité à la recherche académique et qui sont aussi marqués par une sensibilité à l'édition scientifique ouverte. Ils ont un discours assez militant en la matière. Et la plupart d'entre eux, en fait, ils viennent de l'entourage du fondateur du groupe. Alors, quel est leur travail ? Eh bien, leur travail, leur rôle, c'est d'assurer au quotidien la bonne tenue des débats, la bonne gestion du groupe en rappelant et en faisant appliquer les règles et les techniques de modération. Du coup, moi, j'ai essayé de répondre dans cette partie du livre à ces questions que vous avez sous les yeux. C'est qu'est-ce qui caractérise le processus de partage de documents mis en place par les modérateurs de la Bibliothèque solidaire du confinement ? Comment l'action des membres est gérée ? Comment elle est modérée ? Selon quelles règles ? Quelles techniques de modération ? Pourquoi faire exactement ? Avec ici une hypothèse qui très vite est ressortie, qui très vite a émergé, c'est que la singularité finalement des pratiques de modération mises en place par cette équipe de community managers, eh bien, elle réside dans un mode d'organisation qui d'un côté doit répondre à des besoins qui sont immédiats et individuels. J'ai une demande et il faut pouvoir répondre à cette demande. Donc d'un côté, c'est cette nécessité de répondre à des besoins individuels et immédiats. Et de l'autre côté, eh bien, réussir à capitaliser des connaissances. C'est-à-dire capitaliser des connaissances pour l'ensemble de la communauté. Réussir à faire en sorte que ces demandes et ces réponses à ces demandes, elles puissent finalement constituer une base de données utile pour tous. Alors comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? Eh bien, on construit un environnement normatif. La Bibliothèque solidaire du confinement, elle est fondamentalement normative. Elle cadre très fortement les pratiques, les actions de tout à chacun. On va s'appuyer sur des normes techniques. Facebook, il y a des outils, il y a des fonctionnalités qui permettent de modérer, de gérer, et puis sur des normes organisationnelles. On va proposer des conditions d'utilisation, des règles organisationnelles qu'il faut respecter. Dans cet environnement normatif, l'objectif ici des modérateurs, c'est de susciter la dynamique participative, le fait que les gens doivent s'engager, doivent participer, doivent contribuer, mais, encore une fois, en faisant respecter des règles, des contraintes aux membres, afin que ces échanges se déroulent efficacement. Et afin que ces échanges soient utiles pour tous, qu'ils aient une valeur d'usage, qu'ils puissent contribuer utilement à la communauté. Donc faire entrer les membres finalement dans une pratique d'échange profitable à tous. Bon, rapidement, les matériaux utilisés, on a fait des entretiens avec les modérateurs, bien sûr, avec
des usagers. Et puis on a étudié aussi tous les posts publiés par les modérateurs. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Alors pour passer au slide suivante, eh ben, comment on s'y prend concrètement? Eh bien, les modérateurs se sont dotés de règles applicables à toute la communauté. Et donc au quotidien, c'est leur travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supprimer des commentaires, ils vont recadrer des membres qui vont avoir des comportements inappropriés, ils vont rappeler les règles de base aux membres de la communauté, ils vont aussi diffuser des bonnes pratiques également. L'objectif, comme je disais, c'est bien de produire des échanges qui ont une valeur d'usage, mais c'est aussi de se protéger. Se protéger face à deux menaces. Le groupe est menacé. Il est fondamentalement menacé par deux choses. La première chose, on l'a déjà dit ici, c'est la perspective d'une suppression du groupe par Facebook pour violation du droit d'auteur. Ce qui s'y passe ici est fondamentalement illégal. S'échanger des documents de manière publique, on n'a pas le droit, ils sont protégés par le droit d'auteur. Donc ici, il y a des règles qui vont venir interdire l'échange direct sur le groupe. Les échanges doivent avoir lieu de manière privée. Sur le groupe, on peut seulement effectuer des demandes, interagir, dialoguer. Deuxième menace qui pèse sur le groupe, le fait que le groupe soit détourné de sa fonction centrale, l'échange de documents. Très vite, le groupe se trouve pollué par des débats, par des polémiques, autour de l'écriture inclusive, autour des études de genre, autour des études décoloniales, qui dégénèrent. Et donc, comme le disait tout à l'heure Julien, eh bien, l'objet des modérateurs, ça a été de faire en sorte que ces débats se passent ailleurs, que ces débats soient exclus, soient modérés du groupe, parce que ce n'est pas l'objet central du groupe. Il faut le protéger aussi contre des récupérations commerciales, des gens qui viennent faire de la publicité, du marketing au sein du groupe, des auteurs auto-édités qui viennent assurer la promotion de leur ouvrage dans le groupe. Bon, ça n'a pas sa place dans ce groupe. Alors, dans la slide suivante, on voit comment fonctionne le dispositif de modération. Eh bien, il s'articule autour de trois axes. Trois axes principaux qui, finalement, suivent le principe d'une réponse graduée et proportionnée par rapport au problème. Au début, tout en bas de ce schéma, vous avez la fixation d'un cadre. On va tout d'abord proposer un cadre. On va commencer par filtrer la communauté. C'est un groupe privé. Vous pouvez y accéder que sur la base d'une formulation d'une demande. Et on va vous accepter ou vous refuser dans ce groupe. Donc déjà, on filtre la communauté. Quand vous postulez, quand vous demandez à accéder à la communauté, eh bien, vous-même, vous acceptez les règles d'utilisation du groupe qui vous sont données à lire. Donc, on filtre la communauté. Le cadre, il s'appuie aussi sur des règles. Donc, on va établir un certain nombre de règles. Je vais les présenter ensuite. Et à partir de ce cadre d'action, on va ensuite avoir recours à des procédés de dissuasion lorsqu'on voit que les membres publient des posts qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre, qui sont déplacés, inappropriés ou inutiles. Eh bien, on va les interpeller. L'équipe de modérateurs va les recadrer, tout simplement, et va les menacer. C'est fini de débattre ici. On ne parle pas de l'écriture inclusive ici, ce n'est pas le sujet du groupe. Voilà, on les recadre. Et puis, si finalement les débats continuent, si les comportements problématiques se poursuivent, eh bien on arrive à la troisième partie, la partie haute de ce schéma, l'emploi de la force. On modère. On supprime les postes problématiques. Ou alors, on modère les membres directement. On les met en sourdine, on les mute, donc ils ne peuvent plus s'exprimer. Ou alors on les bannit. Donc on peut être banni du groupe, c'est finalement la chose la plus terrible qui peut vous arriver au sein de ce groupe. Sur la slide suivante, eh bien, ce sont les 9 règles cardinales dont s'est doté le groupe. Tout le monde doit respecter ces règles-là. Très rapidement, pas d'upload ni de lien dans le groupe. Je vais expliquer pourquoi, c'est pour préserver le groupe d'une suppression par Facebook. Il faut bien catégoriser et référencer les publications afin de pouvoir les retrouver dans Facebook. Si je tape des mots-clés dans le groupe Facebook, il faut que je puisse retomber sur les publications s'y rapportant. Pas de publication hors sujet. Un groupe qui est centré que sur la recherche. Troisième règle, on vient faire des demandes ici que de recherche. Soyez respectueux, pas de débat, pas de messages personnels non sollicités. On ne vient pas contacter des gens sans raison. Pas de référence incitant à la haine. Pas de demande d'articles de presse, parce que notamment les éditeurs de presse sont assez vigilants
et font fermer beaucoup de groupes Facebook similaires qui existent de partage d'articles de presse. Donc voilà, là aussi c'est un moyen de se protéger. Et voilà, taguer un administrateur au lieu de signaler, ça c'est, voilà, il nous invite à taguer les modérateurs pour leur indiquer un problème. Ça, voilà, un mode de remontée des problèmes. Alors voilà, quand on s'intéresse à comment interviennent les modérateurs, quelles sont leurs publications finalement au sein du groupe, on se rend compte que dans les 2/3 des cas, eh bien, il s'agit de rappeler les règles de référencement. Quand ils postent des choses au sein du groupe, les modérateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux gens en fait, de mettre des hashtags dans leurs publications, de mettre des rubriques, d'avoir ici recours aux différents principes de référencement qui sont permis, qui sont permis dans Facebook. Pourquoi? Eh bien parce que c'est par là qu'on va constituer une base de données. C'est par là qu'on va finalement classifier les demandes, classifier les publications, et ce travail de catégorisation vient vraiment alimenter du coup une base de connaissances. L'objectif donc c'est bien que les échanges soient intégrés ici à un système de classification, qu'on puisse finalement par le mot-clé Moyen-Âge avoir ici accès à toutes les publications sur le Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est un peu basique, ça peut être aussi des mots-clés beaucoup plus précis, beaucoup plus originaux, évidemment. Et grâce au référencement, l'idée, c'est que on puisse trouver finalement des réponses prêtes à l'emploi. L'idée, c'est que des réponses, des questions qui ont obtenu une réponse à un moment donné, eh bien, puissent finalement apporter des réponses à d'autres moments. Il va y avoir des demandes récurrentes, avec des réponses récurrentes. Et donc la solution, elle a déjà été donnée, elle est déjà connue. Et donc l'idée, c'est que grâce à cette base de données, on puisse y accéder directement. Pour conclure, ce qu'on voit ici très bien avec ce groupe, c'est que ce n'est pas un groupe qui fonctionne de manière spontanée, qui s'autorégule très simplement. C'est un groupe qui est très normé, qui est placé sous un dispositif de prescription, qui engage les internautes finalement à se respecter des principes, des normes plus ou moins contraignantes, afin de produire des échanges qui ont vraiment une valeur d'usage. Et donc, l'intérêt, l'attractivité du groupe, et peut-être aussi ce qui fait sa pérennité aujourd'hui, c'est que à mesure que finalement les échanges sont importants, nombreux dans le groupe, mais surtout que les membres respectent ces règles. Deux derniers éléments. Voilà, donc capitaliser les connaissances, eh ben, on capitalise les connaissances à mesure que celles-ci sont à la fois socialisées, donc échangées et mises en commun. Capitaliser, ça veut dire stocker et structurer avec des mots-clés, des hashtags, et approprier. Les membres les mobilisent dans divers contextes qui leur sont utiles. Le dernier mot, pour conclure mon intervention, ce dispositif de modération, il est débordé. Il est contourné, il est débordé à 2 niveaux aujourd'hui. Premier problème, les contraintes techniques de Facebook. Facebook est une plateforme qui n'est pas une plateforme de bibliothécaire, qui a des contraintes techniques qui aujourd'hui posent problème aux membres. Par exemple, aux modérateurs. Par exemple, l'utilisation des rubriques, c'est un dispositif qui avait été mis en place par Facebook, qui est plus aujourd'hui tout aussi pertinent, et donc il a fallu inventer d'autres solutions. Donc là, ici, les modérateurs sont contraints par Facebook de s'adapter finalement à l'évolution de la plateforme. Et puis aujourd'hui, surtout la montée en puissance de nouveaux usages, des usages qui n'étaient pas forcément prévus, pas forcément attendus par l'équipe de modération, mais aujourd'hui, avec la réouverture des bibliothèques, on évolue de plus en plus vers un groupe de conseils bibliographiques plutôt que de partage documentaire. Alors l'équipe de modération est attentive à ça, elle ne combat pas cette évolution du groupe, mais finalement c'est une évolution qui n'était pas prévue par les règles, par les principes de fonctionnement, et qui permettent des usages qui, sans doute, aujourd'hui, tendent à devenir de plus en plus dominants. D'un groupe de partage d'échanges documentaires, on arrive vers un groupe de conseils bibliographiques aujourd'hui. Merci beaucoup Louis. Juste simplement pour que vous sachiez également que le rôle de la modération a été très loin, non seulement au sein du groupe, mais au sein du livre, puisqu'en fait, pour pouvoir étudier ce groupe, qui est un groupe privé, nous avons rencontré les modérateurs pour leur soumettre notre idée de livre auprès de l'ENSIB, et eux-mêmes ont soumis le projet du livre, la possibilité pour nous de rencontrer les membres pour des entretiens et de récolter les données à un sondage qui a été diffusé pendant une semaine auprès de l'ensemble des 70 000 membres. On a
passé assez facilement, me semble-t-il. Là, on a une autorisation positive d'un ensemble significatif, j'ai plus en tête les volumes de membres, donc tout un chacun était invité à se prononcer sur l'étude telle que nous pensions la mener, et lors de nos premiers échanges avec les modérateurs, ils nous ont fait savoir qu'ils avaient été pas mal sollicités, à la fois par les médias mais aussi par des chercheurs, pour étudier ce groupe, et ils ne se refusent pas du tout le droit de refuser l'utilisation de données, ou même de participer au groupe en tant qu'observateur chercheur. Voilà, vous voyez que c'est quand même un groupe, comme il l'a montré, qui tient très très bien sa communauté, et vous retrouverez dans l'ouvrage un complément intéressant entre le chapitre de Louis et notamment le 3e chapitre de Grégoire Clémenceau, qui un petit peu évalue la promesse justement de BSC en matière de finalement dispositifs récurrents d'analyse questions-réponses documentaire. Voilà, vous trouverez des éléments d'appréciation de nature variée, différente. Sylvie, peut-être pour conclure. Pour conclure, c'est plus partager avec vous des questions qu'en tant que bibliothécaire, je me suis posée au fur et à mesure que je participais à ce livre. Là, ça marche bien. Donc voilà, je vous livre les questions comme ça, quitte à grossir un peu le trait, peut-être vous aurez envie de réagir aussi. La première chose, c'est que moi je me suis dit, on est une profession où on parle beaucoup d'advocacy, de nécessité de démontrer notre utilité. On fait des congrès qui s'appellent « À quoi servent les bibliothèques sont-elles indispensables ?» etc. Là quand même, les bibliothèques ont fermé et les utilisateurs ont inventé des bibliothèques. Donc ça manifeste vraiment que l'institution est nécessaire. Et je crois que là-dessus, on pourrait s'économiser peut-être certaines questions, puisque les utilisateurs eux-mêmes ont apporté une réponse, oui, on a besoin des bibliothèques quand elles sont fermées. Et on va essayer d'en recréer des substituts. La deuxième chose, c'est que, alors c'est lié aussi au point d'accroche que nous avons trouvé, mais ce que les utilisateurs recréent prioritairement, c'est ce qui correspond un petit peu aux fonctions originelles des bibliothèques, c'est-à-dire se procurer des livres et partager un lieu de travail calme. En gros, c'est ça les fonctions qu'ils vont recréer. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne comptent pas. On a bien dit que nous, on travaille sur un public académique aussi, donc ça n'est qu'une partie du public de l'ensemble des bibliothèques. Mais ce sont des fonctions, je crois, qui nous invitent à ne pas laisser de côté. Au-delà, les contributions, Louis vous a expliqué tout le travail de normalisation effectué par les modérateurs. Les contributions de Julien et de Clément montrent aussi comment les échanges savants sont normalisés, standardisés, comment les espaces de travail silencieux obéissent vraiment à des règles. Moi, j'ai été frappée du coup de voir, en lisant leurs contributions, qu'au fond, ce que retiennent les utilisateurs quand ils veulent recréer une bibliothèque, c'est cette notion de normes et de règles. Donc il ne faut pas le prendre comme quelque chose de repoussoir. Ça ne veut pas dire que les bibliothèques sont des institutions vraiment extrêmement contrôlées où il n'y a aucune liberté. Ça veut simplement dire qu'il y a besoin d'une régulation pour que les ressources, les lieux, les temps puissent être utilisés collectivement. Et on nous demande d'être garant de cette régulation. Et en tout cas, quand des modérateurs créent une bibliothèque, ils commencent par la réguler. Et ils assurent cette régulation au jour le jour en l'actualisant. Donc je trouve que c'est c'est un prisme de réflexion qu'on peut avoir aussi. Parfois on dit qu'on doit tout déréguler dans nos établissements. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a besoin de garantir quand même la possibilité d'un usage collectif. Et que la règle, elle sert également à ça. Moi, j'avais un troisième point d'interrogation aussi qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure
au sujet de la participation des bibliothécaires au groupe, c'est que pour moi, ça met le point sur un débat qui est actuellement dans la profession. Est-ce que les bibliothécaires, ce sont simplement des pourvoyeurs de documents? Et côté bibliothèque universitaire, il y a parfois tendance à se focaliser au fond sur la manière dont techniquement on donne accès aux documents, que ce soit de la documentation électronique ou comment on organise des collections en les indexant, en les décrivant. Mais on ne rentre pas forcément beaucoup dans le contenu. D'abord parce que dans certains cas, c'est des sujets compliqués pour nous, en physique, enfin voilà, on n'est pas tous formés en sciences, mais en bibliothèque universitaire, on est très réticent à rentrer de manière systématique dans les contenus scientifiques des documents qu'on propose. Or, ce qui est manifeste dans la bibliothèque solidaire du confinement, c'est que l'apport qui est demandé, c'est ça, c'est d'être capable de conseiller, de mettre en valeur, d'aider à s'orienter dans une masse documentaire en fonction de ses contenus. L'expérience dont parlait Muriel, qui a fait l'objet d'un récit, donc une bibliothécaire dans le groupe a pris le parti de poster assez systématiquement en réponse à des demandes un post un peu type, un message de bibliothécaire expliqué en disant voilà, vous pouvez aller consulter Cairn et Open Edition, vous avez également le guichet de la BNF qui peut vous répondre, vous avez tel et tel type de service auquel vous pouvez vous référer. En fait, c'est mal passé parce que la réponse n'était pas personnalisée, parce que c'était perçu comme une sorte de réponse type, et on a demandé d'arrêter de poster ça. Donc ça illustre que c'est quand même difficile d'être bibliothécaire quand on n'a plus de bibliothèque en fait, parce que notre métier il est quand même... la bibliothèque, on dit qu'elle existe hors les murs, mais le bibliothécaire hors la bibliothèque, c'est très compliqué pour lui. Parce qu'il n'y a pas forcément... À partir du moment où on n'a plus nos collections et nos outils derrière, on n'est pas bibliothécaire par nature en fait. Et c'est la difficulté dans la présence des collègues sur le groupe. C'est vrai qu'on voit bien qu'ils ont été tiraillés entre leur formation professionnelle qui est d'aider, mais la réalité aussi des outils dont ils disposaient. Ils ont été tiraillés aussi sur des questions de droit. Ça, j'attire votre attention là-dessus. C'est vrai que il y a des débats donc, sur la position de la modération du groupe est très claire, où il a dit aucun échange, respect absolu du droit d'auteur. Maintenant, il y a aussi des participants dans le groupe qui ont tendance à dire oh ben on s'en fiche, on a besoin des choses, on les met, elles sont bien assez chères par ailleurs, etc. Et donc, il y a plusieurs bibliothécaires qui interviennent et c'est compliqué comme situation. Quand on est bibliothécaire, on peut pas... Bien sûr, on doit défendre le droit d'auteur et en même temps, on fait le constat de ressources inaccessibles. Donc la ligne de partage qui est trouvée par certains, c'est de dire, en gros, la création, l'écriture de création, celle-là, elle doit vivre, les auteurs ont besoin d'en vivre, il faut protéger, il ne faut pas reproduire ça. En revanche, ce que Françoise Benamou appelle l'édition académique publique, celle qui est produite sur fonds publics, parce que ce sont des chercheurs qui publient, et bien là, en situation de pénurie, ça peut être normal, après tout, de la partager, même si ça n'est pas dans le respect des contrats d'auteur. Donc voilà, il y a un vrai débat aussi quand même, je pense, sur les questions de droit. Nous, on peut se demander, quand on acquiert des documents et qu'on est fermé comme ça, on a vu qu'aucune disposition réglementaire ne nous autorise à numériser ces documents-là pour les communiquer aux gens qui en ont besoin quand nous sommes fermés. Et c'est un peu un vide peut-être sur lequel on devra réfléchir. Je voulais simplement vous dire merci parce que ça fait... je suis bibliothécaire, mais en bibliothèque municipale. Et je n'en peux plus d'entendre cette espèce de déclinisme ambiant qui dit que les collections, tout le monde s'en fout, que les bibliothèques ne sont pas légitimes, qu'elles ne servent à rien. Et en fait, pour moi, les bibliothèques, l'offre des bibliothèques, qu'elle soit universitaire et publique, elle doit être complémentaire. Et au lieu de se culpabiliser d'être bibliothécaire, on devrait demander tout.
c'est-à-dire des bibliothèques universitaires très riches, des bibliothèques municipales très riches, avec plein d'animations, des rencontres d'auteurs, enfin tout. Voilà. En tout cas, merci. Plus de questions? Bon, bien, je vous remercie pour cette rencontre, c'était très agréable. Vous pouvez trouver un petit flyer sur Allons des bibliothèques qui sortira donc en février 2022. Et je vous rappelle que le CDML organise aussi la semaine prochaine une rencontre avec la chef documentaliste du groupe Le Monde, Muriel Godot, qui nous expliquera son métier qui, comme le nôtre, est en pleine mutation, toujours en mutation. La prochaine rencontre avec les presses de l'ENSID aura lieu le 18 décembre avec Florence Alanou qui nous parlera égalité, genre et bibliothèque à l'occasion de la sortie du livre Agir pour l'égalité, question de genre en bibliothèque. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Oui, pardon, j'en rajoute une petite couche parce que mine de rien, c'est très difficile de trouver des livres numériques, c'est pour ça qu'il faut des groupes Facebook d'ailleurs pour s'orienter. Et donc les nôtres, les ouvrages de la collection d'art numérique sont accessibles sur la plateforme Open Edition Books ou bien à partir, comme ce qu'a montré ici Marie-Caroline, du site des presses de l'ENSID. Voilà, je suis un peu lourdingue, mais au moins c'est clair. Merci à tous, à toutes.